Alors venons-en au troisième paragraphe de ce texte de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? J'en donne tout d'abord une lecture, et puis nous procédons à son analyse. Il est donc difficile, nous dit Kant, pour chaque individu séparément, de sortir de la minorité qui est presque devenue pour lui nature. Il s'y est si bien complu, et il est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement, parce que on ne l'a jamais laissé en faire l'essai. Les institutions, les préceptes et les formules, ces instruments mécaniques de l'usage de la parole, ou plutôt d'un mauvais usage des dons naturels, d'un mauvais usage raisonnable, voilà les grelots que l'on a attachés aux pieds d'une minorité qui persiste. Quiconque même les rejetterait ne pourrait faire qu'un saut mal assuré par-dessus les fossés les plus étroits, parce qu'il n'est pas habitué à remuer ses jambes en liberté. Aussi sont-ils peu nombreux ceux qui sont arrivés par leur propre travail de leur esprit à s'arracher à la minorité et à pouvoir marcher d'un pas assuré. Donc ce paragraphe évidemment fait directement suite au précédent, puisque tout s'enchaîne systématiquement. Et je vous rappelle que dans le paragraphe précédent, le paragraphe 2, Kant avait évoqué le fait que la plupart des gens, nous disait-il, restent dans l'état de minorité parce qu'ils se soumettent à l'emprise de tuteurs, c'est-à-dire des gens qui, profitant de l'état de minorité des autres individus, justement, leur servent de directeurs de conscience. Et je vous rappelle que Kant avait désigné les différentes formes de tutorat qui pèsent sur l'humanité. Il avait évoqué les livres, j'avais expliqué quel pouvait être le sens de ce terme, il avait parlé de directeurs de conscience, mais il avait aussi parlé de médecins. Il s'agissait là d'exemples pour bien faire comprendre ce qu'il entendait précisément par cette idée de tuteur de l'humanité. Et Kant nous disait que ces tuteurs, finalement, prenaient plaisir, pour assurer leur contrôle sur la population, justement à effrayer la grande masse des gens en les décourageant de penser par eux-mêmes, et ainsi ils maintiennent la plupart de l'humanité dans son état de minorité, les gens n'osant plus penser par eux-mêmes, effrayés justement par cette démarche dans laquelle ils pourraient malheureusement se tromper et chuter. La suite est prise ici directement par Kant. Kant nous dit la conséquence, c'est qu'il devient donc difficile pour chaque individu pris séparément de sortir de la minorité. Donc l'idée de Kant, on va le voir, est de jouer sur l'individu opposé au groupe. Et Kant nous dit, si on tire les conséquences de ce qui vient d'être dit, il est évident que chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque citoyen en passe justement d'essayer de réfléchir par lui-même. Pour la masse de la population, il est extrêmement difficile justement de s'en sortir par soi-même et d'apprendre par soi-même comment penser de façon indépendante, comment devenir majeur. Et de ce fait, nous dit Kant, cet état de minorité, qui je vous le rappelle, n'est finalement, selon Kant, qu'une décision personnelle, c'est parce que je reste dans la minorité, parce que je n'ai pas le courage d'affronter précisément je n'ai pas le courage d'affronter ma pensée, de la faire plus solide et sérieuse. Et donc, Kant nous dit, cet état de minorité qui finalement ne relève que d'une mauvaise habitude des individus, finit par devenir presque une nature. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre le terme de nature ici au pied de la lettre. Évidemment, il n'y a rien dans la nature de l'homme qui l'empêche de devenir majeur. C'est même le contraire, puisque Kant nous a affirmé au premier paragraphe que nous avions tous une capacité d'entendement suffisante pour pouvoir justement penser par nous-mêmes. Donc, nature n'est pas à prendre ici au sens de inné ou au sens de inscrit dans mes gènes de façon indépassable. Non, il faut le prendre au sens où quelque part, à force de ne pas penser, cela devient une telle habitude chez nous que nous ne sommes plus dans la capacité, quelque part, de développer cette force de la pensée. Cette mauvaise habitude finit par nous gâter complètement et nous ne voyons plus quelles sont les ressources en nous, nous ne voyons plus à quel point nous aurions pu penser par nous-mêmes si nous en avions eu le courage. Finalement, nous dit Kant, l'état de minorité semble propre à une partie de l'humanité. Alors,
On pourrait ici faire une interprétation politico-historique et voir avec Kant, par exemple, comment, je vous l'ai dit, Kant écrit au XVIIIe siècle, dans un contexte où globalement c'est encore l'Ancien Régime, vous le savez, donc ce régime dans lequel d'une société divisée en différents types sociaux, on pourrait parler presque aujourd'hui de castes, vous le savez, les nobles, les religieux, et puis le peuple, ce peuple qui constitue la plus grande masse, le tiers-état comme on disait, c'était plus de 80% de la population. Il n'empêche que ce tiers-état était largement dominé par les deux autres corps de l'État, c'est-à-dire par à la fois les nobles, mais aussi les religieux. Et finalement, comme vous le savez, le discours de mépris à l'encontre du peuple qu'avait développé la noblesse, consistait justement à dire que le peuple n'était pas de même nature que les nobles. On nous disait, vous le savez très bien d'ailleurs, il y avait cette distinction, on parlait du sang bleu pour parler des nobles, qu'on opposait au sang rouge des travailleurs, c'est-à-dire au tiers-état. Donc précisément, vous voyez que l'époque de Kant avait creusé un fossé dans la population, un fossé qu'à l'époque de Kant on assimilait à une nature. On disait il y a effectivement des gens qui par leur naturel ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, et puis il y a les nobles et les religieux qui eux seraient d'une nature supérieure qui leur donnerait la prétention de pouvoir régner sur les autres. Et vous voyez que par cette phrase, Kant nous dit que finalement, cette nature n'est qu'une fausse nature. C'est simplement le fait qu'une partie du peuple n'a pas jamais osé penser par lui-même. Et d'ailleurs, Kant pense que, je vous l'ai dit, que ceux qu'on appelle mineurs sont une grande partie de la population. Et Kant nous dit, ces gens ont fini par s'endormir dans leur état de minorité, ce qui fait qu'on a l'impression aujourd'hui qu'ils ne sont plus capables de penser par eux-mêmes, comme si c'était dans leur nature profonde, comme s'ils appartenaient en quelque sorte à une race d'individus incapables de penser par eux-mêmes. C'est en tout cas le discours que développent les tuteurs, c'est ce que nous dit Kant, pour justement ces tuteurs qui se servent de cela pour imposer leur pouvoir sur la société en disant vous êtes incapables de par votre nature de penser par vous-même, ça tombe bien, nous qui sommes des tuteurs, nous qui sommes des gens qui détenons une parole savante, religieuse, etc., nous allons vous dire ce que vous avez à faire et vous n'avez évidemment pas à contester. Donc, Kant nous dit au niveau individuel, finalement, les individus se sont endormis et il leur devient extrêmement difficile de résister justement et de s'émanciper. Kant nous dit, les individus s'y sont si bien complus, c'est-à-dire que finalement ce confort de ne pas penser par soi-même, c'est un confort. Rappelez-vous le paragraphe précédent, le paragraphe 2, Kant nous a longuement expliqué pourquoi finalement il fallait du courage pour penser par soi-même. Et là justement, ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes, c'est tout simplement par une forme de faiblesse, un manque de courage, et donc ils trouvent satisfaction à céder à leurs désirs, à ne pas résister à leur volonté, à leurs opinions, et finalement, ils trouvent une forme de réconfort à ne rien faire. Et donc, Kant nous dit, chaque individu s'est tellement complu, a tellement pris plaisir dans cet état de minorité, que désormais, chaque individu est pour le moment, et c'est ça qui est important, Kant nous dit, ce n'est qu'une illusion, c'est-à-dire la minorité on n'est pas condamné à la minorité n'est pas indépassable. Mais pour le moment, c'est-à-dire tant que les individus ne font pas d'efforts, eh bien, ces individus sont incapables de penser par eux-mêmes, de se servir de leur propre entendement. Donc, Kant nous dit l'état de minorité n'a rien de définitif et ce n'est pas quelque part quelque chose qui pèserait sur l'individu de telle sorte que l'individu ne pourrait pas s'en défaire. Au contraire, Kant ne cesse de rappeler que chaque homme possède un entendement et une capacité à réfléchir suffisante. Rappelez-vous la fameuse formule de Descartes au début du discours de la méthode, le bon sens est la chose du monde à mieux partager, et c'est la même idée que défend ici Kant, mais en tout cas, les individus pour l'instant, pour le moment, se sont endormis et ne savent pas se servir de leur entendement. C'est pour ça que Kant nous dit, nous ne sommes pas encore entrés dans l'époque des Lumières. L'époque des Lumières, je vous rappelle pour Kant, c'est ce moment où chaque individu sera capable de penser par lui-même. Et Kant rajoute, et évidemment, pourquoi les individus se sont endormis dans cet état de minorité? Parce qu'on ne les a jamais laissés faire l'essai de la pensée par eux-mêmes. Oui, effectivement, Kant nous rappelle quelque chose, une donnée historique dont je vous ai déjà parlé, c'est le fait que jusqu'au XVIIIe siècle, la pensée est absolument interdite, proscrite. Je vous en ai déjà parlé dans un chapitre précédent, la censure frappe les individus.
vous ne pouvez pas critiquer l'Église sous peine d'être excommunié, voire plus grave. Je vous avais parlé de Giordano Bruno, en vous disant, lorsque Giordano Bruno produit un ouvrage de physique où il remet en cause le dogme de la Bible sur la place de la Terre dans l'univers, il est brûlé. Si vous aviez le malheur de vous élever contre les directeurs de l'Église, eh bien rappelez-vous par exemple ce que la Sainte Inquisition a pu faire subir comme torture à tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec l'Église. Et d'un point de vue politique, c'est la même chose. Rappelez-vous que le roi fait emprisonner tous ceux qui ont le malheur de parler contre lui, les poètes, les écrivains. Il suffisait finalement d'écrire un texte un peu satirique contre le pouvoir du roi pour finir dans les geôles royales. La révolution de 1789 a d'ailleurs éclaté à Paris, je vous le rappelle, parce que les Parisiens en avaient assez de ce qu'on appelait les lettres de cachet ou les lettres d'embastillement, c'est-à-dire le fait que le roi de France pouvait, si ça l'amusait, tout simplement envoyer quelqu'un en prison sans motif autre que finalement cet individu a le malheur de déplaire au roi de France. Si vous aviez le malheur de tenir une parole qui déplaisait au roi de France, vous finissiez en prison pour une durée absolument indéterminée. Donc, le contexte social et politique, et c'est ce que dit Kant, empêche les individus, a toujours empêché jusqu'à présent les individus d'exprimer leurs pensées personnelles. L'esprit critique est interdit, du coup, nous dit Kant, il ne faut pas s'étonner que les individus aient perdu effectivement l'habitude de penser par eux-mêmes. Dans la phrase suivante, il va effectivement préciser quels sont ces moyens par lesquels on a empêché les individus de faire l'essai de leur intelligence. Les institutions, préceptes et formules. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de toutes, alors des institutions. Il faut entendre par là les institutions religieuses, les institutions politiques. Et Kant précise les préceptes et les formules. Quels préceptes et formules? Justement, ces déclarations toutes faites que le politique ou le religieux impose à la population en lui disant c'est comme ça et tu n'as pas à réfléchir. On a déjà parlé dans ce texte, mais on pourrait dire par exemple les commandements de la Bible. La religion dit c'est comme ça, Dieu le veut, le premier des commandements est celui-ci, le deuxième est celui-là, tu dois obéir et surtout ne réfléchis pas. Par opposition, je vous avais montré dans l'analyse du paragraphe précédent, comment pour Kant, tout discours, y compris un discours religieux comme celui des commandements de la Bible, doit être à chaque fois réfléchi, analysé. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est forcément moral, c'est ce qu'a dit Kant, et je dois procéder au sein d'une religion éclairée, c'est-à-dire que je dois à chaque fois m'interroger sur ce qui est dit dans la Bible. Mais Kant nous dit, jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça que ça a marché. Jusqu'à présent, toutes ces instances politiques et religieuses ont imposé leur parole en disant « Dieu le veut, Dieu a dit que c'était comme ça, le roi dit « nous voulons », le roi dit ceci et cela ». Et il n'est évidemment absolument pas question de discuter justement de ces préceptes, de ces paroles, de ces formules religieuses ou politiques qui tombent sur la population. Il s'agit uniquement d'obéir. Du coup, nous dit Kant, jusqu'à présent, les individus n'ont plus eu qu'un usage mécanique de la parole. Usage mécanique. Je vous rappelle ce que c'est qu'une mécanique, si vous étiez dans le cadre d'une analyse de ce texte de façon très précise. Un système mécanique, je vous rappelle, c'est un système dont toutes les parties s'enchaînent systématiquement par l'action de force, de cause et de force et d'effet, sans que finalement l'homme ou l'individu n'ait à intervenir. Une mécanique, c'est vous faites tourner un engrenage, ça entraîne tous les autres engrenages dont vous ayez besoin au final d'intervenir sur chacun d'entre eux, et ça produit un effet de façon systématique. C'est ça une mécanique. Voilà. Et donc du coup, nous dit Kant, les individus agissent dans la société de façon mécanique. On leur dit de faire ceci, ils n'ont qu'à obéir, et à aucun moment ils n'ont à interagir avec ce commandement, ils n'ont à ne réfléchir, ils n'ont à finalement se demander s'ils ont raison d'agir ainsi. Dans des termes modernes, on pourrait dire, Kant nous dit, finalement, la société a transformé en robots les individus qui ne sont plus capables de penser par eux-mêmes, plus capables de réfléchir par eux-mêmes, qui doivent se soumettre à la parole des autorités sans jamais réfléchir cette parole. Donc les individus ont été transformés en robots, ils n'ont plus qu'un usage mécanique de leurs paroles, ou plutôt, nous dit Kant, ils doivent désormais faire un mauvais usage de leurs dons naturels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce don naturel ? C'est précisé par la parenthèse, c'est leur raison. Dieu a
puisqu'on est quand même dans un contexte religieux. Hein. Kant, même s'il critique la religion, est quelqu'un qui croit en Dieu. Nous avons reçu un cadeau de la nature, sous-entendu de celui qui a fait la nature, donc de Dieu. Nous avons reçu de la nature la raison, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir. Malheureusement, la société nous oblige à en faire un mauvais usage. Alors, on sent dans ce passage l'influence que la lecture de Rousseau, par exemple, a pu avoir sur Kant. Hein. Je vous avais dit que Kant était un grand lecteur de Rousseau. Il avait fait un détour pour aller acheter son ouvrage quand Rousseau avait sorti le contrat social. Et si vous vous rappelez l'analyse des textes de Rousseau que nous avons fait cette année, je vous renvoie d'ailleurs à une petite vidéo que j'avais faite sur le texte de Rousseau. Pour Rousseau, l'homme à l'état de nature est un être bon. À l'état de nature, il a justement cette capacité de raison qui lui permet de se conduire correctement, mais pour Rousseau, c'est la vie parmi les autres et la société qui va gâter l'intelligence de l'individu, hein, avec cette fameuse distinction que fait Rousseau entre l'amour de soi et l'amour propre. À l'état de nature, l'homme n'a qu'un amour de soi, c'est-à-dire il cherche par tous les moyens à se préserver, ce qui est conforme à sa nature. Mais quand il rentre en société, il développe un amour propre, c'est-à-dire une forme de vanité qui le pousse là à entrer en concurrence avec les autres. C'est pas tout à fait le même schéma chez Kant, mais on retrouve cette idée que la vie en société jusqu'à présent a gâté le don naturel de l'individu parce que la société n'a pas laissé les individus réfléchir par eux-mêmes. Et donc, pour Kant, les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont des sociétés qui ne permettent pas aux individus de s'émanciper par la pensée, et c'est pour ça que Kant pense qu'il faut aller vers les Lumières, c'est-à-dire vers cet état de l'humanité où chacun sera en capacité à penser par lui-même. Donc Kant nous dit toutes ces institutions, toutes ces formules toutes faites du politique, de la religion, ont été comme des grelots que l'on a attachés aux pieds d'une minorité qui persiste. Alors, le terme de grelot ici a un double sens. Le grelot, c'est évidemment, il y a un côté ridicule du grelot. Qui attachait des grelots à ses chaussures? Je vous rappelle, c'était les bouffons du roi. Donc la phrase effectivement de Kant ici est extrêmement, on va dire, dévalorisante ou péjorative, c'est-à-dire que Kant nous dit que les institutions, les politiques et les religieux qui commandent à la société, qui servent de tuteurs à la société aujourd'hui, ont transformé tous les individus en des bouffons pour leur plaisir, mais ces individus-là ne sont plus finalement des individus pleins et entiers. Le bouffon du roi, c'était à la fois l'individu chargé de faire rire, mais c'était quand même un rôle extrêmement dévalorisant, hein, dévalorisé. C'était confié souvent à des gens, à des nains notamment dans la société. Et on pourrait ici faire une métaphore sur, non pas pour se moquer des nains, mais pour dire que les individus qui ne pensent pas par eux-mêmes se trouvent extrêmement réduits dans leur capacité personnelle. Quand, dans cette formule des grelots qu'on attache aux pieds, il faut se souvenir de ces images qui sont attachées à l'époque de Kant, des individus dont on se moque en leur mettant des grelots. Et puis il ne faut pas oublier aussi que les grelots, hein, ce sont c'est ce qu'on donne aussi aux enfants, hein, sur les hochets, pour que les enfants s'amusent. Quelque part, Kant, ici, est extrêmement cynique en disant les institutions donnent ces formules toutes faites pour amuser la population et que pendant que la population s'amuse, eh bien, les tuteurs, eux, sont tranquilles, sont maîtres d'eux-mêmes. En gros, si on lit la phrase, Kant nous dit que les tuteurs ont réduit en esclavage la population, les ont gardés et maintenus en enfance, pendant que eux, les tuteurs, sont les seuls majeurs capables de penser par eux-mêmes. Du coup, nous dit Kant, les individus ne sont plus en mesure de penser par eux-mêmes, et quiconque se risquerait à rejeter ces préceptes, ces formules de la société, eh bien, quiconque laisserait tomber ces grelots qu'on lui a attachés aux pieds, ne pourrait faire qu'un saut mal assuré par-dessus les fossés les plus étroits. Parce qu'il n'est pas habitué à remuer ses jambes en liberté. Alors la métaphore que conduit ici Kant est assez simple à comprendre. Il faut du courage pour faire ce saut intellectuel qui consiste à passer de la minorité à la majorité. Il faut du courage pour dire désormais je penserai par moi-même, désormais je demanderai des preuves, désormais je demanderai ce qu'on me démontre les choses, etc., etc., etc. Il y a là un saut intellectuel qui nous fait passer de l'enfance à l'âge adulte, de la minorité à la majorité, de l'état de l'opinion à l'état du vrai savoir. Et Kant nous dit, métaphore, si on vous a trop longtemps attaché des pieds, eh bien vous aurez du mal à faire ce saut. Il est vrai que quand on ne vous a pas habitué à penser par vous-même, quand vous avez été soumis, eh bien, l'exercice intellectuel est difficile, il y a une forme de paresse qui semble revenir.
Du coup, conclusion du texte, de ce paragraphe, aussi sont-ils peu nombreux, ceux qui sont arrivés par leur propre travail de leur esprit à s'arracher à la minorité et à pouvoir marcher d'un pas assuré. Kant nous dit, il ne faut donc pas s'étonner que dans notre société, nous rencontrions aussi peu d'individus capables de penser par eux-mêmes. Et Kant pense ici probablement aux quelques intellectuels qui ont fait le choix de penser. Alors on verra, les tuteurs eux-mêmes sont sans doute des gens qui sont entrés en majorité. Mais pour Kant, ce n'est évidemment pas la bonne figure de l'individu en majorité, puisque les tuteurs, eux, jouent plutôt un rôle, vous l'avez vu, d'oppresseurs face à la grande masse. Quand il parle des individus qui ont, par leur propre travail de leur esprit, réussi à s'arracher à la minorité, il pense probablement aux grands savants de son époque, capables d'avoir des pensées tout à fait indépendantes, des gens qui, pensons à Galilée par exemple, Galilée qui a osé finalement affronter le pape en 1633 sur la question de la place dans l'univers, mais pensons aussi à tous ces scientifiques qui déjà à l'époque de Kant contredisent les dogmes de la Bible en montrant que la science rend impossible l'idée qu'un homme marche sur les eaux, l'idée qu'il y ait eu que notre planète n'est que 2000 ans, etc., etc. On est avec Kant, je vous rappelle, en 1780, je vous rappelle que 80 années plus tard viendra Darwin qui remettra profondément en cause tout l'ensemble des dogmes bibliques avec la question de l'évolution des espèces. Donc Kant pense à tous ces individus qui ont le courage intellectuel de se dresser contre la société, finalement ces rebelles de l'esprit qui tout d'un coup s'arrachent à la tutelle des tuteurs pour dire non, moi je me décide à penser par moi-même.